chiffres, courses et conspirations des nombres faits. Allô, moi c'est Christelle. Je suis étudiante au doctorat en théorie des nombres. Fait que là, je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici il y a 2 ans, c'est la même présentation, je m'excuse. C'était comme dernière minute un peu leur demande. Fait que si vous avez vu 2 ans, je m'excuse. Mais c'est quand même full intéressant, fait que vous allez aimer ça pareil. Fait que je vais vous parler de nombres premiers. En théorie des nombres, on étudie les nombres entiers. Et comme vous le savez sûrement, les nombres entiers sont composés de nombres premiers, donc il y a une grosse partie de l'étude des nombres entiers qui passe par l'étude des nombres premiers. Et là, les nombres premiers sont quand même spéciaux parce que, à première vue, ils ont l'air vraiment très chaotiques. Ils ont une distribution super, c'est un peu random, on ne sait pas, c'est très aléatoire. Puis ce qui est vraiment étonnant en réalité, c'est qu'après ça, quand on commence à regarder différentes choses sur les nombres premiers, on se rend compte qu'il y a des patterns qui sortent, qui sont vraiment étranges, puis des fois très difficiles à expliquer. Donc, bon, je pense qu'on ne voit pas jusqu'en bas, c'est un peu plate. Ah? C'est pas mon... Ah. Non, c'est pas mon écran, c'est le projecteur, je pense. Le projecteur qui ne permet pas de... Ben, je pense que oui, parce qu'on voit en bas du truc. Il faut genre tenir le pas. Je vais rester là. Peut-être demander sur le bureau puis relever le projecteur. Non, on peut pas. Non, Il est en bas. Je pense que c'est le projecteur qui est un peu incliné. Fait que je m'excuse. Bon, je vais vous le dire. Fait que je vais commencer, je vais vous donner des définitions puis les motivations sur les nombres premiers, puis comment on retrouve la structure puis le chaos. Je vais vous parler un peu de la spirale d'Ulam. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme une spirale dans laquelle quand on identifie les nombres premiers, on se retrouve avec des patterns étranges. Je vais vous parler des courses de nombres premiers parce que quand on regarde les nombres premiers, leur distribution dans les progressions arithmétiques, par exemple modulo, les nombres premiers qui sont congrus à un mode 4 ou 3 modes 4, on devrait s'attendre à ce que ce soit à peu près égal, la distribution dans ces deux classes de congruence-là, puis finalement, ce n'est pas vrai. Puis il y a comme un biais qui est vraiment étrange entre ces deux catégories-là. Puis, je vais vous parler des quatuplets de nombres premiers. Puis là, on ne voit pas en bas, mais il y a aussi des répulsions. Ah oui, attends, tu vois. Je peux vous monter ça de même. Ah, c'est malade. OK. Puis aussi, c'est ça. Fait que puis aussi, quelque chose de vraiment très étrange qui a été observé récemment dans les 2 dernières années, où est-ce que quand on regarde les nombres premiers consécutifs, il y a une espèce de répulsion qui se passe si on regarde la dernière décimale des nombres premiers consécutifs, pour une raison obscure, pas si obscure que ça, mais quand même un peu étrange. Il y a un biais dans la dernière décimale. Par exemple, tu peux pas avoir. Il y a beaucoup moins de nombres premiers consécutifs qui vont avoir la même décimale que des décimales différentes. Fait que je vais vous parler un petit peu de ça. Si je fais ça, ça marche-tu? OK. Je vais commencer avec les définitions. Un nombre premier, un nombre premier, il n'y a rien de c'est assez simple, somme toute. C'est tout ce qui est un nombre entier positif qui est divisible par lui-même, par 1 et par lui-même. Bon, ça va, je pense que ça va. Le théorème fondamental d'arithmétique, il vous dit que je peux prendre n'importe quel nombre entier puis le décomposer de façon unique en un produit de nombres premiers. Fait que ça va être le théorème fondamental d'arithmétique, d'où l'importance d'aller étudier les nombres premiers, parce que si on comprend les nombres premiers, on comprend mieux les nombres entiers. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Il existe une infinité de nombres premiers. Vous avez sûrement déjà vu au moins la preuve d'Euler de ça. Il y en a à peu près 80 des preuves de l'infinité des nombres premiers. En général, c'est très difficile de tester qu'un nombre entier est un nombre premier. Ça a peut-être l'air simple parce que finalement, c'est pas grand-chose à tester. Là, tu vérifies, la définition est simple, mais aller tester la primalité d'un nombre entier, c'est vraiment très, très difficile. Puis il y a des ordinateurs en réseau partout dans le monde qui font juste ça, runner des algorithmes pour tester les nombres premiers. À ce jour, le plus gros, et c'est celui-là là, qui est écrit là, ce gros chiffre-là, qui a environ 23 millions de décimales. Puis c'est ça. Puis on peut... il y a des formules non explicites pour trouver le énième nombre premier, mais en général, je peux pas trouver spécifiquement où le énième nombre premier. Si je regarde
vers l'infini, je ne serais pas capable. Fait qu'il faut vraiment tester chiffre par chiffre avec des tests de primalité pour savoir si un nombre est premier ou pas. Et donc, ce qu'on observe a priori sur les nombres premiers, c'est qu'il y a un comportement chaotique. Si je regarde, mettons, leur distribution, moi, je vais regarder jusqu'à un nombre X, comment sont distribués mes nombres premiers. Ils ont vraiment un comportement assez chaotique. Je ne peux pas prédire où est-ce qu'ils sont. Je ne peux pas savoir, c'est vraiment pas régulier. Puis en même temps, c'est très déterministique parce qu'ils sont là, puis ils ne bougent pas, puis ils existent, puis... Fait que là, notre but, c'est un peu de comprendre, y a-t-il vraiment une structure sous-jacente? Est-ce qu'on peut aller déterminer des choses spécifiques par rapport au nombre premier? Et là, évidemment qu'on peut, entre autres parce qu'ils ne sont pas complètement chaotiques, parce que par le théorème fondamental d'arithmétique, et ils sont quand même... ils interviennent dans la multiplicité des nombres entiers. Fait qu'il y a quand même pas tout à fait... C'est pas tout à fait... chaotique, excusez. Bon, fait que, qu'est-ce qu'on peut aller étudier? Bon, a priori, là, c'est ça. Il semble que ce soit distribué de façon aléatoire parmi les entiers. Et à la limite, ça, c'est quand même une propriété qui est super intéressante des nombres premiers parce que elle nous permet d'aller chercher des arguments heuristiques pour prédire des comportements. Fait que des fois, quand on fait de la recherche où on essaie d'étudier des structures ou des éléments mathématiques, on n'a pas toujours une bonne idée du comportement de ce qu'on cherche. Mais à cause de la structure aléatoire des nombres premiers, on peut aller faire la modélisation avec des modèles probabilistiques aléatoires. Puis, en général, ça nous donne vraiment une très bonne idée du comportement. C'est assez fidèle à la réalité, en réalité, ce qu'on obtient en étudiant probabilistiquement les nombres premiers. Fait que ça nous donne une bonne idée de ce qu'on essaie de chercher comme structure ou comme comportement quand on les étudie. Mais bon, dans la réalité, les nombres premiers ils ont quand même un minimum de structure. Là. Tous les nombres premiers sont impairs. Ça va, sauf 2. Tous les nombres premiers sont aussi de la forme 6n plus 1, plus ou moins 1. C'est-à-dire que, dans le fond, ils vont tous être congrus à plus ou moins 1 mod 6. Ce qui est comme quand même pas si difficile à prouver, somme toute, parce que, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 pi 3 divise p moins 1 ou p plus 1, ce qui a quand même du sens, parce que tu vas toujours avoir une distance de 2 ou de 3 entre des nombres premiers, plus ou moins 1. En tout cas, c'est comme rien de compliqué, là, ici. Ça, c'est le postulat de Bertrand qui nous dit qu'il y a toujours un nombre premier entre n puis 2n. Puis la preuve, ça a l'air comme... Bien, plus ou moins évident, là, tu dis entre n puis 2n, il y a quand même pas mal de chances que j'ai un nombre premier. Bien, ça existe toujours. Ce n'est pas nécessairement trivial, cette preuve-là. Mais je peux toujours en trouver un. En fait, aujourd'hui, on est capable de prouver que si on s'en va très loin vers des très gros chiffres, je suis quand même capable de trouver toujours un nombre premier dans des tout petits intervalles. Okay. Fait que une des choses les plus importantes qu'on sait à propos des nombres premiers, c'est le théorème des nombres premiers, qui nous donne en fait la distribution asymptotique. C'est-à-dire que si je m'en vais vers l'infini, puis que je compte le nombre de nombres premiers jusqu'à un nombre x, fait que je m'en vais vraiment loin, puis je regarde jusqu'à x, j'en ai combien? J'ai combien de nombres premiers? Ça va toujours tendre vers x sur log x. Okay? Fait que ça nous dit en fait que la densité des nombres premiers à travers les entiers est d'à peu près 1 sur log x. Puis, on peut avoir des bornes explicites là-dessus. C'est toujours... tu vas toujours être en dedans de comme un facteur de 1,0028. C'est comme plus petit ou égal que tu vas pas... Le gap est quand même pas grand, là. Fait que c'est quand même assez précis, là, ce théorème-là, où est-ce que on va trouver exactement, pas exactement, mais environ x sur log x, nombre premier, si je regarde jusqu'à x. En passant, le log x, c'est toujours le log naturel. Okay? Ça a été conjecturé par Gauss en 1796, 93, quelque chose de même, en tout cas dans ces années-là. Ça a pris 100 ans pour prouver ça. Lui, il avait 15 ans, Gauss, quand il écrivait des nombres premiers. Là. Il écrivait des nombres, puis il regardait ça, il dit « Ah, d'après moi, ça, c'est à peu près une densité de 1 sur log x. » Fait qu'il a conjecturé que la distribution était comme ça pour les nombres premiers, quand il avait comme 15-16 ans. 50 ans plus tard, il y a Riemann qui a fait une esquisse de la preuve
de ça, qui n'a pas du tout prouvé, mais qui a dit voici le plan, voici comment on va prouver ça. Et 50 ans après, ça a comme finalement été prouvé. En général, il y a des questions comme, tu sais, c'est pas tout le temps des questions compliquées sur les nombres premiers, mais les réponses, c'est pas trivial de trouver. Donc, est-ce que on peut vraiment trouver des structures dans les nombres premiers, dans la distribution des nombres premiers? Fait que là, je vais vous présenter la spirale d'Ulam. Ulam était dans une conférence et il s'emmerdait. Alors, il a écrit tous les nombres premiers en cercle, en spirale comme ça, sur sa feuille, puis il s'est mis à encercler les nombres premiers. Donc, puis là, il a observé ce qui se donnait. Fait que là, dans le fond, il a fait comme écrit sa spirale comme ça. Puis, tous les carrés bleus, c'est les nombres premiers. Donc, il a commencé à encercler les nombres premiers comme ça. Et ça, ça fait pas si longtemps que ça, c'était comme 1963. Là. Et là, il est arrivé avec, quand on regarde la spirale de dimension 200 par 200, on observe qu'il y a quand même un certain pattern ici. Vous voyez qu'il y a des lignes diagonales qui sont clairement plus fournies que d'autres. Là, les points noirs, évidemment, c'est les nombres premiers. OK? Fait que là, c'est comme une grille des nombres entiers, puis tout ce qui est dans le noir, c'est les nombres premiers. Puis là, quand même, c'est pas aléatoire, là, ça. Si je prenais vraiment une distribution aléatoire, j'aurais des points un peu partout, mais là, il y a clairement des lignes qui se forment. Fait que là, c'est quand même surprenant si on suppose que les nombres premiers sont distribués de façon aléatoire. Et là, la question, c'est pourquoi? Okay. Bon, il n'y a pas une réponse unique à cette question-là, mais une des caractéristiques, c'est que, si vous regardez, les lignes, en réalité, n'oubliez pas que ça, j'ai placé mes chiffres en spirale ici, OK? Ça tourne ici. Fait que, les chiffres qui sont, les lignes, en réalité, ces lignes-là que vous voyez en diagonale, il y en a beaucoup qu'en réalité, si je les mets dans le plan cartésien, ça forme des paraboles. Non, ma batterie. C'est pas un problème. Je peux l'équiper. C'est une blague quelque part? Ce sera pas long. OK, tout va bien. OK. Oh non, que j'ai fait? Ouais. Comment? Contrôle quoi? Elle? Ah, t'es bon. OK. Oui, c'est ça. Donc, les diagonales, en réalité, là, si on les place dans le plan cartésien, on observe que finalement, c'est des paraboles. Puis, finalement, qu'est-ce qu'on rencontre, c'est que ces lignes-là sont intimement liées aux équations de solution d'équations quadratiques. Parce qu'il y a des équations quadratiques qui vont vraiment produire beaucoup de nombres premiers, alors qu'il y en a d'autres qui n'en produiront pas du tout. Okay? En particulier, par exemple, si j'ai une équation de la forme, une équation quadratique, en réalité, comme ça, clairement, si C est égal à 0, l'équation qui correspond à ça ne va pas produire de nombres premiers. Tout ce qui facteur ne va pas produire de nombres premiers. Puis, d'un autre côté, un des premiers générateurs qu'on a rencontrés, qui produit beaucoup de premiers, c'est x au carré plus x plus 41, où est-ce que pour toutes les valeurs jusqu'à 40, à chaque fois que je plug une valeur entre 0 et 40, ça me donne un nombre premier. Fait que ça me donne quand même 40 nombres premiers comme ça. Et là, en général, ce qu'on observe, c'est que si je prends un polynôme de cette forme-là, de la même forme que le polynôme de Euler, pour un P arbitraire ici, je vais avoir toujours des valeurs premières entre 0 et P-2. Fait que dans le fond, je peux avoir je peux générer autant de nombres premiers que je veux d'une certaine façon en prenant des premiers plus grands. Si je suis dans le corps de nombre ici Q de racine de 1 moins 4P, qui est le corps de nombre du discriminant du polynôme, un nombre de classe H est égal à 1, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là. C'est comme un peu complexe, mais dans le fond, ça nous donne quand même un critère, puis ça nous donne une façon de générer des nombres premiers. Fait que ce n'est pas totalement aléatoire, cette chose-là.
La deuxième chose, c'est que c'est pas indépendant non plus. En réalité, c'est pas nécessairement... Je vais le montrer à partir de ça, peut-être là. Non, je ne vais pas le montrer à partir de ça. Ouais, en fait, je vais... OK. D'un autre côté, c'est pas juste c'est pas juste, voyons, ces lignes-là, ces patterns-là ne sont pas juste sous-jacents au fait que c'est des nombres premiers en réalité. C'est plus dépendant de, en fait, la nature multiplicative des entiers. Parce que si, mettons, je fais... l'idée, c'est... ce qu'on observe, c'est si, mettons, à la place de prendre... Ah, il faudrait que je l'écrive sur le tableau. Je m'excuse si je suis sortie de la caméra. Là. Je l'écris. Je ne sais pas, j'en avais une tantôt. Il y en a ici. Il y en avait une, OK. Quand on veut trouver les nombres premiers, une des façons de faire, c'est de faire du crible. Okay? Un crible, c'est un tamis. Fait que dans le fond, je mets un algorithme qui me permet de tamiser ce que je veux, puis au bout du compte, je me retrouve avec ce que j'ai besoin. Okay? Le crible le plus simple pour trouver les nombres premiers, c'est le crible de Ratostan, où est-ce que je vais écrire tous les nombres premiers, puis à la place de chercher les nombres premiers, je vais enlever tout ce qui n'est pas premier en réalité. Fait que je vais commencer en prenant le premier nombre premier que je trouve ici dans ma suite. Je prends 2. 2, c'est mon premier nombre premier. Puis là, je vais enlever tous les multiples de 2. Etc. OK? Là, je continue. Ça veut dire que le prochain sur ma liste va être un nombre premier. OK? Fait que là, j'arrive avec ça ici. Ça, c'est un nombre premier. OK? Maintenant, je vais enlever tous les multiples de 3. Fait que j'ai juste besoin de comme aller par 3 ici. Fait que je continue, je fais juste enlever tous les multiples de 3. Et là, quand j'ai enlevé tous les multiples de 3 dans ma liste, je continue. Le prochain que je vais rencontrer, ça va être un nombre premier parce qu'il n'a pas été enlevé puis il doit être divisible par un nombre premier en dessous. OK? Fait que dans le fond, c'est ça le processus que je fais. Je fais juste comme toujours enlever les multiples du prochain nombre premier que je trouve. OK? Ce qui arrive quand je fais ça, puis que j'ai la structure de l'âme, quand je fais ça, finalement, ce qui va me rester, à cause de la multiplicité, de la nature multiplicative des nombres entiers, il va me rester un squelette où est-ce que les nombres premiers, plus j'en enlève, plus le squelette qui va me rester où est-ce que je peux placer mes nombres premiers va être structuré, en réalité, parce que j'enlève des multiples. Okay? Fait que je vais avoir une espèce de structure déjà où est-ce que je n'ai pas le choix de mettre mes nombres premiers, ce qui fait que, dans le fond, c'est un peu dû à la nature multiplicative puis le fait que la façon que je place mes nombres entiers sur ma feuille. Et là, ça, ce que ça démontre ici, c'est que ici, je n'ai pas pris des nombres premiers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un modèle probabilistique où est-ce que j'ai pris arbitrairement des points sur dans ma grille de nombres entiers. Réparti avec une probabilité de 1 sur log x. Okay? Puis vous voyez qu'à mesure, fait qu'au début, c'est aléatoire, puis là, à mesure que j'enlève les multiples de 2, les multiples de 3, les multiples de 7, je retrouve quand même ce pattern-là ici. Je retrouve les lignes que j'avais un peu dans la spirale de lames, alors qu'ici, je n'ai pas pris les nombres premiers. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une densité de log x que j'ai mis aléatoirement dans ma grille, mais en enlevant les entiers, je me retrouve quand même avec des espèces de lignes. Où est-ce qu'ils sont placés mes points? Okay. Fait qu'il y a comme une partie qui est quand même aussi, qui est due à la densité des nombres premiers puis la structure multiplicative des nombres entiers. Voilà. Et là, on peut faire la même chose. En fait, on peut faire toutes sortes de patterns avec les nombres premiers en réalité parce que je peux les placer dans... Je vais toujours avoir des patterns, en fait, peu importe comment je les dis. Bien, pas tout le temps, là, mais... je peux utiliser vraiment plein de sortes de variantes, puis ça va fonctionner quand même. Ça, c'est la spirale de Sacks, où est-ce que... ce que je fais, c'est que je prends... C'est la spirale archimédienne. Archimédienne, en tout cas. Archimédienne, en tout cas. Je place tous les carrés parfaits ici sur une ligne, puis je place les chiffres en spirale, fait que je passe comme... J'ai comme 1, 4,
9, OK? Fait que je place mes nombres comme ça. Puis ça donne ça ici, puis les points blancs, c'est les nombres premiers. Encore une fois, les lignes sont un peu dues aux solutions d'équations quadratiques, etc. Mais ça fait des beaux dessins. Voilà. Bon, c'est tout pour ça. Avez-vous des questions? Non? Ça va? OK. Fait que je vais vous parler de course modulo 4. OK? Fait que là, on change de thématique. Là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment sont distribués les nombres premiers si je les sépare en classes de congruence. Fait que je prends les nombres premiers mode 4. Ils vont être séparés dans les classes entre 1 mode 4 puis 3 mode 4. Puis maintenant, je regarde ces deux ici. OK? Fait que là, je fais deux équipes. Là, puis je regarde ça, je les laisse aller jusqu'à X, puis je regarde combien j'en ai dans chaque. OK? Combien j'ai de nombres premiers qui sont rentrés modulo 1, combien il y en a qui sont rentrés de modulo 3. Et là, techniquement, on devrait arriver à moitié-moitié parce qu'il y a une progression. OK, fait que j'ai une petite définition là. Une progression arithmétique, c'est tout ce qui est de la forme AN plus ND. Fait que moi, je suis modulo 4 ici, fait que mon D, c'est 4. Puis mon A, c'est la classe de congruence. OK? Fait que dans le fond, n'importe quelle, ça, c'est la petite boîte mode 1 mode 4 ou la petite boîte 3 mode 4. OK? Et le théorème des nombres premiers pour les progressions arithmétiques, c'est dit exactement que les nombres premiers sont distribués de façon équitable entre mes classes de congruence, parce que là, ça, c'est mon nombre de classes de mon groupe multiplicatif. Puis, fait que dans le fond, ça, c'est exactement le nombre de classes que j'ai. Puis, on voit que dans le fond, j'en ai une proportion égale. C'est sans séparer en proportion égale entre mes différentes classes. Voilà. Puis là, c'est de façon asymptotique. Fait qu'évidemment, ce n'est pas précis. Là, ça me dit juste qu'en proportion, mes nombres premiers vont être distribués de façon équitable entre mes différentes classes de congruence. Ah, je ne peux plus monter comme tantôt. Bon, en tout cas. Ah. Bon, c'est pas grave, là. En tout cas, hein? Si je lève ça. Pas tant, en tout cas. OK, c'est pas grave. C'est juste écrit que dans le fond, la limite, si je compare deux classes de congruence, la limite entre l'une puis l'autre, quand x va vers l'infini, c'est égal à 1. OK, si je fais le ratio. Donc, ils vont en avoir le même nombre au bout du compte. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de gagnant dans cette course-là. Et là, les données nous prouvent le contraire. Si je regarde ici le nombre de premiers qui sont congrus à 3 mode 4 puis le nombre de premiers qui sont congrus à 1 mode 4, ce que je constate, c'est que j'en ai toujours plus. Là, c'est jusqu'à 100 000 ici. J'en ai toujours plus mode 3 que mode 4. C'est quand même très contre-intuitif. Pourquoi? Il n'y a pas de raison a priori que ça arrive. Donc, c'est plutôt étrange. Mais ce n'est pas toujours 3 qui gagne parce que la première fois que 1 gagne, c'est à 26 861. Puis ça ne dure pas longtemps. Puis là, ce qu'on constate, c'est que ça arrive vraiment pas souvent. En fait, ça arrive à répétition parce que ça arrive encore à 633 798, à 841, en tout cas, que 1 va avoir plus de nombres premiers mode 1 que mode 3. Mais ça n'arrive pas souvent. Fait que là, on peut quand même se demander, est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Est-ce que un moment donné, 3 va toujours gagner ou ça va comme continuer à osciller? On s'attend à quoi? En réalité, ça va continuer toujours. OK? Fait que peu importe comment loin je m'en vais dans les entiers, comment loin je m'en vais, la valeur de x, je vais pouvoir toujours trouver un x tel que le nombre de nombres premiers congrus à 1 mode 3 est plus grand que le nombre de nombres premiers congrus à 3, mode 4, excusez. OK, fait que l'oscillation fait que ça oscille toujours, mais c'est quand même 3 qu'elle est devant le 3/4 du temps. Et là, malgré ça, Turan et Gnapotsky, ils ont conjecturé qu'en réalité, 3 allait gagner 100% du temps quand ça va vers l'infini. OK? Ça, c'est le graphique qui montre que 3 est pas mal tout le temps en haut, qu'il y a des petits pics en bas où est-ce que c'est 1 qui gagne, mais c'est presque tout le temps 3 qui gagne. Fait que c'est quand même plausible que ça va être qu'en réalité, si je prends la proportion, je devrais tendre vers 100%.
Et là, Rubinstein et Sarnak ont montré que ce n'est pas vrai si on regarde ça comme ça. Donc, si je prends cette limite-là, où est-ce que je prends le ratio de nombres premiers qui sont congrus à 3 versus ceux qui sont congrus à... Pas le ratio, excuse-moi. Quand est-ce que 3 est plus grand que 1, mode 4? OK, si on voudrait montrer que ça s'en va vers 1. Et là, ce n'est pas vrai, ça oscille en réalité. Ça veut dire qu'il y a quand même une proportion significative de nombres premiers qui sont congrus à 1 mode 4. Mais, en fait, c'est peut-être parce qu'on ne compare pas de la bonne façon ici, okay? Parce que c'est quand même plausible. Il faut juste... ce qu'ils ont fait, Rubinstein et Sarnak, ils ont repensé le problème. Ils se sont dit, en réalité, on ne pense pas de la bonne façon parce que les nombres premiers, ils s'éloignent à mesure qu'on s'en va vers l'infini. Ils ont quand même une distance. La distance entre deux premiers consécutives moyenne, elle devient de plus en plus grande. Ça s'en va vers... C'est log x. Puis la concentration diminue, fait que ça a plus de sens qu'on mette plus de poids. Fait qu'on on va rajouter un poids dans notre calcul, puis on va mettre un poids plus grand pour les valeurs de x qui sont plus petites parce que j'ai plus de nombres premiers, puis je vais en mettre moins quand je m'en vais vers l'infini. D'où qui ont choisi la mesure logarithmique. OK? Fait que quand cette différence-là elle est positive, quand 3 gagne versus 1, on va compter 1 sur x à la place de compter 1. Puis ça s'appelle la mesure logarithmique, évidemment, parce que si je fais cette somme-là, je faisais l'intégrale, ça donnerait un log. Là. Et là, ils ont établi que avec cette mesure-là, plutôt que de prendre de prendre la limite précédente, quand je mesure ça ici, je m'approche vraiment de 100 % mais je n'ai pas 100 %. En fait, cette limite-là est égale à 99,59 %. Fait que les nombres premiers qui sont congrus à 3 mode 4 gagnent 99,59 % du temps. C'est cool, hein? Okay. Ah oui, OK, mais oui, puis en passant, OK, c'est quand même conditionnel. C'est conditionnel à l'hypothèse de Riemann, puis régénéralisé, puis l'indépendance linéaire des zéros, puis c'est quand même deux choses très non triviales. Fait que c'est quand même encore très hypothétique tant qu'on n'a pas prouvé l'hypothèse de Riemann. Y a-t-il une question? OK. Puis là, il y a... OK. Là, on peut faire exactement le même processus, évidemment, avec les autres modulos. Fait que si on regarde mode 3 à la place de mode 4, donc on va avoir les nombres premiers qui sont congrus à 2 puis les nombres premiers qui sont congrus à 1 mode 3, on observe essentiellement le même phénomène, où est-ce que les nombres premiers congrus à 2 mode 3 vont gagner presque tout le temps. Ouais. Puis, effectivement, fait que la première fois que c'est les nombres premiers congrus à 1 mode 3 qui gagnent, ça arrive vraiment tard. Là. Okay? Fait que c'est vraiment presque tout le temps 2 qui gagnent. Fait que ça a l'air encore plus biaisé. Puis là, si on continue de même, on regarde. OK, fait qu'on va regarder mode 10. Fait que mode 10, ce qu'on constate ici, c'est que quand je suis congru à 3 ou 7 mode 10, ça va bien. C'est quand même à peu près équivalent. Mais 1 puis 9 mode 10 sont beaucoup plus bas. OK. Mode 8, on regarde mode 8. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment voyons, les nombres premiers qui sont congrus à 1 mode 8 qui sont derrière, alors que les 3 autres équipes sont à peu près égales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, fait que remarquez que les équipes perdantes sont les suivantes. Là, vous observez quoi? Le 1. Et là, ça correspond à quoi dans ces modulos-là? Ça correspond au résidu quadratique, en fait. Fait que les classes de résidus qui sont toujours perdantes, c'est les classes de résidus quadratiques par rapport aux classes de résidus aux non-résidus quadratiques. Donc, on arrive à la conclusion suivante, que, en tout cas pas moi, le Rubinstein et Sarnak, donc, ce qu'ils ont prouvé, eux autres, c'est que, OK, sous les mêmes hypothèses, c'est-à-dire
l'hypothèse de Riemann généralisée puis l'indépendance linéaire des zéros. Quand je compare deux classes de congruence dont une est un résidu quadratique puis une est un non-résidu quadratique, le non-résidu, fait que là, je compare ici là, le non-résidu avec le résidu, je suis en haut d'une demi. Je vais toujours être plus petit que 1, mais je vais toujours être plus grand qu'une demi. Ça veut dire que le résidu non quadratique va presque toujours gagner. Bien, pas presque toujours gagner, mais va toujours avoir une proportion supérieure. Alors que, là, je ne peux pas le monter. Avec les mêmes hypothèses, si je compare deux résidus quadratiques ensemble puis deux non-résidus ensemble, ça va être égal. Ils vont être exactement être distribués de la même façon entre ces deux classes-là. OK? Et là, je ne veux pas nécessairement vous expliquer les maths en arrière de ça parce que c'est quand même pas pire compliqué, mais c'est quand même intéressant de voir que malgré le fait qu'ils sont supposés être distribués de façon équitable dans les classes dans les différentes classes, dans la réalité, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Ça va? Y a-t-il des questions? OK. Bon, fait que là, je vais passer à un autre sujet. C'est les quatuplets de nombres premiers. Donc, je vous rappelle... OK. Dans le fond là, je vous ai parlé de la distribution en général, la distribution moyenne. Les nombres premiers, ils ont une distribution... la distance moyenne entre deux nombres premiers consécutifs agrandit à mesure que je m'en vais vers l'infini. C'est à peu près de log x. OK? Fait que je peux m'attendre que mes nombres premiers vont être séparés, vont avoir une distance de plus en plus grande entre deux premiers. Et là, on se demande... Est-ce que ça va toujours grandir pour de vrai ou je peux toujours en trouver qui sont proches? Est-ce que je peux toujours trouver des nombres premiers qui vont être distancés de 2, par exemple? Okay? Comme 3 puis 5 sont distancés ils ont un gap de 2. 11 puis 13 ont un gap de 2. Mais là, moi, je sais que la distance moyenne entre deux premiers agrandit là, à mesure, sont vraiment plus distancés à mesure que je m'en vais vers l'infini. Est-ce que je peux encore en trouver qui sont distancés de 2 ou éventuellement ce gap-là va grandir à mesure que je m'en vais vers l'infini? Et là, ça s'appelle la conjecture des nombres jumeaux, qui date d'il y a très longtemps et qu'on ne savait pas du tout quoi faire avec. Donc, la question, c'est existe-t-il infiniment de paires de nombres premiers pp plus 2? Donc, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. En général, est-ce que je peux trouver, si je fixe k, est-ce que je peux trouver infiniment de nombres premiers qui ont exactement une distance de k entre eux autres? Puis, la troisième question, c'est si je prends une progression arithmétique, okay, fait que je prends les nombres premiers de la forme comme ça, est-ce que je peux en trouver une chaîne ou est-ce que j'ai juste des nombres premiers qui se suivent? Okay, fait que c'est le genre de questions qu'on veut se poser sur la distribution des nombres premiers. Donc, je vous rappelle, une progression arithmétique, c'est quelque chose de cette forme-là. Okay, où est-ce que je vais juste prendre tous les multiples de n. C'est clair, c'est quoi une progression arithmétique? Ça va? OK. Donc, Green-Tao, Ben Green et Terence Tao ont montré en 2004 que si je prends n'importe quel entier k, je peux trouver une infinité de progressions arithmétiques de longueur de nombre de premiers de longueur k. Okay? Ça veut dire que je peux prendre une chaîne de k entiers. C'est une brosse. OK. Fait que je prends A pourrait être arbitraire. Puis je vais prendre A plus... Ce ne sera pas nécessairement 1, mais ça va être... je sais pas, là. On va l'écrire de même pareil, là. D, puis je prends A plus 2D. Je prends A plus 3D, etc. Jusqu'à A plus 4D. Et là, chacun de ces chiffres-là, je peux trouver, pour n'importe quel cas, je suis capable de trouver un A puis un D, de sorte que chacun de ces chiffres-là va être un nombre premier. Oui. Est-ce que c'est pour tout entier K ou juste pour les K qui sont pairs? Non, c'est pour tout entier K. Okay, parce que même si, mettons, il vaut 1, parce qu'on sait que les nombres pairs sont... Mettons, les nombres pairs ne sont pas premiers sur 2. Donc, est-ce que ce serait... Je mélange K et D. Je mélange K
ouais, je sais pas si c'est ta question. OK, mais je pense que ouais, je vois que... Mais K, ouais, K, c'est le nombre d'éléments que tu vas avoir dans ta suite, là. Ah, OK. OK? K, c'est juste le nombre d'éléments. A puis D, en réalité, on ne sait pas comment les trouver. OK? On n'a pas de façon de les trouver. On sait qu'ils existent, par exemple. Ça veut dire que je peux être capable de les trouver ça. Et là, c'est des super belles maths, fait que je vais en arrière de ça, fait que je vais vous en parler un petit peu. La plus longue qu'on connaît à date, c'est le 26 premiers. OK? C'est ça. Donc, c'est quand même un théorème profond, là, cette chose-là, c'était quand même un peu révolutionnaire. C'est les maths, ça fait pas longtemps que ça existe, ces maths-là, ça s'appelle la combinatoire additive. C'est une branche de théorie des nombres, mais qui mélange la théorie des nombres, de l'analyse harmonique, de la combinatoire, de la géométrie discrète, puis de la théorie ergodique. OK? Fait que le but de cette branche-là des maths, c'est d'étudier l'addition puis la multiplication. Fait que c'est comme tu étudies cette opération-là sur les ensembles. OK? Fait que plutôt qu'à d'aller étudier pour comprendre des ensembles, parce qu'en réalité, ça, c'est comme un ensemble, pour aller comprendre des propriétés dans un ensemble, à la place d'aller prendre élément par élément, on va étudier les propriétés sur l'ensemble, en général. Puis là, ce qu'on étudie souvent en théorie des nombres, c'est les propriétés additives et multiplicatives. Fait qu'on utilise ça. Fait que je veux juste parler de ces maths-là un peu parce que je trouve ça le fun. Donc, si je prends des sous-ensembles de Z mod PZ, donc un ensemble, c'est des ensembles finis, je définis un somme set. Dans le fond, je prends A plus B, puis je le définis comme étant la somme de tous les éléments. OK? Fait que je prends juste la somme de tous les éléments, un dans A, un dans B, je les additionne, puis ça me donne un ensemble de nombres. Puis dans le fond, il y a une grosse partie de la combinatoire additive qui est dédiée à l'étude de la cardinalité de ces ensembles-là. Okay? Parce que c'est quand même pas facile en général. Puis ça me permet d'avoir de l'information aussi sur l'ensemble puis qu'est-ce qui se passe dedans. Bon, c'est pas très important, là, ça fait juste dire que dans le fond, si je prends la cardinalité d'un subset, elle va toujours être plus grande ou égale au minimum entre la somme des ensembles. Puis P. Ouais. Puis, ce qui est intéressant surtout, c'est ça ici en réalité. OK? Où est-ce qu'on peut vraiment... on a besoin d'aller soutirer la structure sous-jacente au subset. OK? Et là, ce que ça nous dit ici sur le théorème de Vosper, c'est que la seule façon que je sois vraiment capable d'aller soutirer de l'information, c'est quand les progressions arithmétiques ont tellement une structure sous-jacente que je suis vraiment capable d'aller dire que ça va me donner exactement ça comme cardinalité ici. Bon. OK. Fait que, est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça? C'est pour ça que je suis comme... OK. Donc, c'est ça. Le théorème de Vosper, il me dit c'est quoi la différence? Ça relie quand même la structure, c'est ça, la nature combinatoire des subsets avec la structure sous-jacente des progressions arithmétiques. Puis le théorème de Green-Tao, c'est un peu le même principe, en fait, où est-ce qu'on va aller jouer avec la dichotomie entre des ensembles. J'ai un ensemble aléatoire qui, a priori, n'a pas de structure, mais je vais aller chercher une structure dedans qui va me permettre de tirer des conclusions. Fait qu'un des théorèmes les plus importants en combinatoire additive, c'est le théorème de Zemeredi, qui nous dit que si je prends un sous-ensemble des naturels qui a une... Aïe, je cherche mes mots. J'ai juste positif dans la tête, mais... J'ai vraiment un blanc. OK, en tout cas, si ce libre sup-là, il est positif. Okay, ça veut dire que A a une proportion positive d'éléments par rapport à N. Alors, je suis toujours capable de trouver des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Okay, fait que là, A est complètement arbitraire, mais il y a une proportion positive qui contient quand même une proportion positive des entiers. Du moment que j'ai une proportion positive, quand je m'en vais vers l'infini, je suis toujours capable de trouver une progression arithmétique de longueur arbitraire dedans.
Okay, ça a l'air de rien, ça, mais c'est quand même intense, là. Et là, la preuve de Greenhouse, ce qu'elle utilise, c'est que si je prends, c'est le principe de transférence, donc si je prends un sous-ensemble des nombres, c'est mêlé avec le théorème de Semeridi, là, si je prends un nombre qui est assez pseudo-aléatoire dans les nombres naturels, qui a non, je trouve pas le mot, une proportion positive, comme ça, s'il est assez pseudo-aléatoire, en réalité, je peux essentiellement dire que c'est la même chose que l'original. Okay? Il va avoir les mêmes propriétés, il va être pareil. Okay? Et là, ce qu'on fait pour montrer que les nombres premiers sont dans des progressions arithmétiques, c'est que là, j'ai un ensemble, je vais avoir le théorème des Archimédes qui va me faire, il y a des progressions arithmétiques. Moi, je prends les nombres premiers qui sont pseudo-aléatoires, inclus dans cet ensemble-là. Donc, je vais être capable de dire que, puisque les nombres premiers sont contenus dans un ensemble pseudo-aléatoire, ils vont être distribués dans mes progressions arithmétiques. Bon, je vais m'en tenir à ça pour ça. Donc, excusez, je vais passer. Ouais, OK. Fait que je vais passer au nombre premier jumeau. Donc, ça, c'est une c'est ce que je vous parlais, les gaps entre les nombres premiers. Donc, ça, c'est un des conjectures les plus célèbres en théorie des nombres. Donc, le but, c'est de montrer que je suis capable de trouver une infinité de nombres premiers qui ont un gap de 2, okay, qui sont séparés par 2, comme je disais tantôt. Et là, ça a l'air de rien, en fait. C'est comme, ça date de très longtemps, cette conjecture-là, puis ça a l'air de quelque chose de quand même très simple. Et il y a 5 ans, on n'avait même pas une idée comment attaquer ce problème-là. En réalité, on n'était même pas capable de montrer que le gap s'en allait pas à l'infini. Et là, en 2013, Yitang Zhang a montré qu'on pouvait trouver une infinité de paires de nombres P puis Q qui ont une différence bornée. OK? Et lui, borné. Fait que là, on passait d'infini à genre, je ne sais pas si je peux trouver des nombres premiers qui éventuellement, je peux pas trouver un gap qui est fini. Peut-être que ça s'en va à l'infini, puis je ne peux pas jamais dire que ça l'arrête. Je suis capable de trouver quelque chose qui est séparé à 70 millions. Fait que lui, dans le fond, il a montré qu'il pouvait trouver une infinité de nombres premiers qui sont séparés de 70 millions. Okay? C'est quand même significatif par rapport à l'infini, là. Après coup, il n'y a pas longtemps après ça, tout de suite après, là, tout le monde s'est attaqué au problème parce que c'était vraiment une grosse affaire en théorie des nombres. Puis ça a descendu en dedans de comme 2-3 mois à 246. En fait c'est comme quand même drôle parce que comme 2 mois après ça, il y a une autre preuve de ça qui est sortie, qui a à la limite fait plus de vagues que celle-là. Mais ça, c'était très intéressant hein, parce que lui, il était comme chargé de cours dans une université, il n'a jamais vraiment rien prouvé. Puis là, tout d'un coup, il a comme prouvé quelque chose à 50, je sais plus, là, 55 ans. Là, prouvé quelque chose de ultra majeur. Puis c'était très impressionnant. Voilà. Là, je vais comme parler de la preuve, mais c'est comme pas tant significatif. Là. L'idée, c'est juste okay, en général, l'idée ici, c'est qu'on va se prendre des chiffres qui sont admissibles, c'est-à-dire qu'ils vont pas être, ils sont pas dépendants des nombres premiers trop, là. Peu importe ce que ça veut dire. Puis on va se prendre une fonction test, OK, ici. Le choix ici de la fonction, ça c'est une fonction réelle, on la prend au carré parce qu'on ne veut pas travailler avec quelque chose de négatif. Fait qu'on va la prendre au carré. Mais cette fonction-là, elle est vraiment significative. Il faut la choisir de façon très, très particulière, d'où la difficulté de la preuve. Puis on va considérer une autre somme ici, où est-ce que cette somme-là ici, elle va tester la primalité de ces chiffres-là ici, OK? Et là, l'idée n'est pas si compliquée dans la mesure où tout ce qu'on veut montrer... OK, fait que ça ici, ça va me donner log n si n est un nombre premier, puis ça va me donner... c'est pas vrai. Ça va me donner, je ne sais pas, j'aurais pas dû utiliser n 2 fois, là. Ça va me donner log n si le chiffre à l'intérieur ici, c'est un nombre premier, puis ça va me donner 0 sinon. Et
l'idée n'est pas tant compliquée en réalité parce que ce que je veux faire, c'est de montrer que si je prends la première somme, la deuxième somme, puis j'enlève, fait que je prends ça, je fais ça moins ça. Si je montre que c'est positif, j'ai gagné. OK? Et ça, ben, pas tout à fait là, mais OK? Fait que si je montre que c'est positif, j'ai gagné parce que là, dans le fond, moi, j'ai rajouté ici, ce que j'ai rajouté dedans, ça teste la primalité de mes nombres ici. OK? Fait que, n'oubliez pas, moi, je veux montrer que. Et là, j'ai une borne là-dessus. OK? K va être. Ethan James, lui, ce qu'il a fait, c'est que son K dans le HK, c'est 70 millions. Fait que, il a montré qu'il est toujours capable, avec un K de 70 millions, il est capable de montrer que ça moins log 3x est plus grand que 0. Ça veut dire qu'il est capable de trouver au moins 2 dans les H, 2 dans N plus HI. Il y en a certainement 2 là-dedans qui sont premiers, sinon ce ne serait pas positif. OK? Fait qu'en gros, tu testes la positivité de S2 moins log 3x S1. OK? Donc, si tu arrives à montrer ça, tu as montré que ton ensemble de départ contient au moins 2 nombres premiers entre x et 2x. OK? Le x est arbitraire. Fait que, pas entre x et 2x, mais pour un n quelconque. Fait que c'est très existentiel comme preuve. Là, on ne peut pas du tout tester son ou ces chiffres-là. Fait que là, ça a peut-être l'air un peu abstrait comme ça. Là, la preuve est vraiment compliquée. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste ça l'idée. OK? Fait que dans le fond, je veux comme tester. C'est beaucoup de cribles, en fait. Ça utilise vraiment beaucoup de cribles. Ça utilise des théorèmes importants en théorie des nombres de Bobbieri, Vinogradov, puis de. En fait, en 2005, ça a vraiment été un point tournant où est-ce que les maths ont pris, ce genre de technique-là a pris un coup vers le haut. Là. Mais il y a vraiment, en fait, c'est drôle parce que ce théorème-là, il y a comme des sommités qui ont travaillé là-dessus pendant des années, puis des fois, c'est juste la petite finesse, la petite différence qui est mise à la bonne place, le monde a vu la preuve, puis en fait, c'est la même chose qu'on a essayé, mais avec juste cette petite différence-là, Puis là, ça a marché, alors que ça faisait comme des années qu'ils travaillaient sur ça. Donc, c'est dans les subtilités de ce théorème-là, en réalité, que ça s'est passé. Quelle heure, là? OK. Bon, puis je vais finir ça avec la répulsion de nombres premiers consécutifs. Bon, fait que là, ça en fait des probabilités un peu. Quand on lance un 25 sous 2 fois, techniquement, les probabilités d'avoir un face ou un pile, c'est la même chose. Et là, un peu plus intuitivement, si je veux avoir face-pile ou face-face, je m'attendrais un peu à devoir lancer à peu près le même nombre de fois mon 25 sous. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que Alice va devoir se lancer seulement 4 fois, alors que Bob va falloir lancer en moyenne 6 fois. OK? Puis la raison, en réalité, c'est pas si complexe que ça. La différence entre les deux ici, c'est que Alice, si elle ne réussit pas à avoir face ici, pile, elle va avoir un face, puis elle n'a pas besoin de recommencer au début parce qu'elle va avoir déjà un face, puis elle va relancer, puis elle va encore avoir une chance d'avoir pile ou face. Alors que si lui, il manque, il fait face pile, il faut qu'il recommence puis qu'il fasse face pile encore. OK? Mais, a priori, c'est comme un peu contre-intuitif. Tu dis, bien, il devrait avoir le même nombre de chances d'un ou l'autre. Et là, la pertinence de ça, c'est que il y a un mathématicien, il y a Sand, qui assistait à une conférence où il parlait de ça, puis lui, il a travaillé avec les nombres premiers toute sa vie, puis il se dit, ah, tiens, je vais regarder si j'aurais ce genre de pattern-là qui arriverait avec les nombres premiers. Et là, à sa grande surprise, il a constaté que oui. Donc, ça a comme fait un peu un choc parce que c'est quelque chose de tellement obvious, c'est tellement genre, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça avant? Donc, si je prends 2 nombres premiers consécutifs, puis là, vous voyez ce que ça dit. Ça, c'est comme je prends les nombres premiers consécutifs, puis je regarde la dernière décimale. Ouais. Je finis. Je regarde la dernière décimale. Si j'ai... et là, ce que je constate, si je prends la dernière décimale étant 1, bien, mettons 1, puis l'autre après 1, c'est vraiment plus petit que les autres si je regarde les 2 décimales qui sont différentes. Puis la même chose se produit avec toutes les dernières décimales. Fait que c'est comme, d'où le mystère des nombres premiers. Des fois, il y a vraiment des affaires qui apparaissent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il n'y a pas de raison, a priori, que 2 nombres premiers ne veulent pas finir avec la même décimale. Ça n'a aucun sens.
Puis, finalement, c'est comme, c'est que ça dépend du modèle. En fait, c'est pas tant expliqué, c'est un heuristique, mais il y a un heuristique qui relie ça au quintuplet dont j'ai parlé tantôt, la conjecture des quintuplets. Je n'ai pas parlé tant que ça, mais où est-ce que si je prends un modèle probabilistique qui respecte la conjecture des quintuplets, j'obtiens ça en réalité, mais c'est encore pas très compris, là, ce phénomène-là. Fait que, voilà.